Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ed Kemper, un très célèbre serial killer qui aurait inspiré le personnage de Hannibal Lecter. Je pense que c'est une vidéo qui va être assez longue, avec beaucoup de détails. Je vais essayer de ne pas rentrer dans le trop gore, trop trash, mais bon. Donc je vous conseille de bien vous installer confortablement, d'éteindre vos lumières ou de les baisser si vous êtes un peu peureux, et c'est parti. Dans la nuit du 23 au 24 avril 1973, un homme conduit sur l'autoroute en direction de l'État du Colorado. Il est extrêmement fatigué, ça fait plus d'une dizaine voire d'une vingtaine d'heures qu'il conduit. Il est très nerveux, il essaye de tenir le coup avec des barres énergétiques et il finit par s'arrêter sur une aire de repos pour décrocher un téléphone. Cet homme va passer plusieurs appels en longue distance à l'État de Californie pour essayer de joindre la police de Santa Cruz. Il appelle parce qu'il veut avouer 8 meurtres, mais il n'est pas pris au sérieux, donc la police raccroche. Il rappelle plusieurs heures après, il est à nouveau pas pris au sérieux et c'est seulement au petit matin qu'il arrive enfin à expliquer ce qui s'est passé, pourquoi il appelle. L'homme au téléphone est vraiment très agité, il dit qu'il veut se rendre et qu'il veut coopérer avec la police et il parle de 8 meurtres de femmes dont celui de sa propre mère et il va donner pas mal de détails sur les scènes de crime et également où trouver le cadavre de sa mère qu'il dit qu'il vient de tuer. Cet homme sera arrêté alors qu'en même temps dans l'état de Californie, des investigations dans la maison de sa mère permettront de découvrir effectivement 2 cadavres. L'homme en question s'appelle Edmund Emil Kemper III, plus connu sous le nom de Ed Kemper. Il a un physique vraiment impressionnant, il fait plus de 2,15 m pour 130 kg, c'est une énorme masse, il est gigantesque, il fait franchement physiquement très peur. C'est un homme extrêmement intelligent qui a un QI aux alentours de 140. Il est très loquace, il parle beaucoup, il explique absolument tout à propos de ses crimes, de son enfance. Il est du style un peu manipulateur, je pense, parce qu'il a souvent tendance à se présenter un petit peu comme une victime, surtout quand il raconte son enfance. Et franchement, il est tellement doué que par moments, on peut vraiment être un peu pris de compassion pour cet homme. Donc je pense que son intelligence joue vraiment sur les sentiments qu'on peut ressentir pour lui. C'est également un homme qui aime beaucoup impressionner et faire de l'humour noir. Et d'ailleurs, Robert Ressler, dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur les profilers, qu'il a interviewé, en a fait les frais, puisqu'il s'est retrouvé enfermé avec Ed Kemper, juste tous les deux. Tous les gardes étaient partis et Ed Kemper s'est vraiment amusé à lui faire peur et à lui dire qu'il pouvait à tout moment le tuer. Et c'est vraiment une anecdote tout à fait glaçante sur ce personnage. L'enfance de Ed Kemper, elle est vraiment marquée par pas mal de traumatismes, en tout cas une ambiance un petit peu malsaine. On sait qu'il s'entendait pas du tout avec sa mère qui était vraiment très stricte et son père était plutôt absent. Il a quitté sa mère assez rapidement et il est parti s'installer dans une autre ville. Sa mère, elle disait toujours du père de Ed Kemper que c'était un salaud, que c'était un bon à rien, et elle avait souvent tendance à comparer Ed à son père. Ed Kemper, quand il était petit, il dormait dans la cave de la maison pendant que sa famille dormait dans les étages, et ça l'a vraiment beaucoup marqué. Ça lui faisait très peur de dormir dans cette cave. Je pense que c'était pas très bien aménagé vu ce que j'en ai lu. Et en fait, il n'y avait qu'un seul interrupteur, donc quand il descendait les escaliers, il allumait la lumière et il voyait donc toute la cave comme ça avec sa chambre au bout.
et il était obligé d'éteindre la lumière et de tout traverser dans le noir jusqu'à arriver à l'endroit de sa chambre. Il disait aussi qu'il y avait pas mal de tuyaux et de bruits qui l'inquiétaient pendant la nuit. Il y avait, je crois, une espèce de chaudière et il avait l'impression que le diable habitait dans la chaudière. Donc c'est vraiment quelque chose qui lui faisait très peur et il comprenait pas pourquoi il devait dormir là alors que ses sœurs et sa mère dormaient dans les étages. That, the binging, the clang, the pop, the rattles, the weird sounds in the night that can be spooky to a kid. Well, at a certain time of the evening, the family left the center room, the living room of the house. My mother and my sisters, or my sisters themselves, would go up to bed upstairs, where I used to go to bed upstairs. I had to go down to the basement. And an 8-year-old child had a tough time differentiating the reason in that. Why am I going to the basement? I'm going to hell, they're going to heaven. Donc je vous l'ai déjà dit, Ed s'entendait vraiment pas bien avec sa mère. Par contre, il idéalisait totalement son père. Et il avait également 2 sœurs. La plus grande, apparemment, il s'entendait vraiment mal. Il s'est plaint de maltraitance de sa part. Il a même dit qu'elle a tenté de le violer. Mais bon, ça, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et avec sa petite sœur, il descendait dans la cave et il faisait des jeux vraiment morbides. Il raconte qu'il jouait à mimer, en fait, c'était le jeu de la chaise électrique et également le jeu de la chambre à gaz. Donc il mimait des exécutions à mort. Depuis tout petit, Ed Kemper est vraiment fasciné par tout ce qui a trait avec le morbide. Par exemple, il parle d'une histoire qu'il avait lue, je crois que c'est Robinson Crusoe, mais je suis pas exactement sûre. En tout cas, c'est une histoire d'un homme qui est en fait le dernier survivant au monde, donc il est tout seul. Et lui, il s'imagine dans cette position d'homme seul, dernier survivant, qui aurait tué tout le monde, et ça lui fait très plaisir. Aussi, un jour, il assiste à une démonstration de tour de magie, en fait. Et c'est le coup de la fausse guillotine. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc on fait semblant de demander à quelqu'un, enfin on demande à un volontaire dans le public de venir se mettre la tête sous la guillotine et Ed voit cette belle jeune fille qui monte, qui met sa tête sous la guillotine, la lame descend et évidemment la tête de la jeune femme n'est pas coupée, mais lui à ce moment-là il a vraiment commencé à avoir des sortes de fantasmes de voir cette fille se faire décapiter devant lui, ça l'excite énormément. Très jeune, ces fantasmes sexuels commencent à vraiment se mélanger avec des fantasmes de mort où il se voit tuer des gens, notamment sa mère, mais également tous ses camarades avec qui il ne s'entend pas. Donc c'est vraiment une intrication entre le sexuel et le morbide qu'on voit chez Ed Kemper et qui est vraiment un point commun à beaucoup de cas de serial killer. Très tôt dans l'enfance, c'est ces 2 notions qui vont commencer à se mélanger et à être intégrées l'une à l'autre. Un élément qui revient beaucoup dans les témoignages à propos de Ed Kemper, c'est qu'il mettait les gens mal à l'aise. Il était connu à l'école et rejeté parce qu'en fait, il fixait les personnes du regard sans rien dire pendant des moments très très longs et ça les mettait tous vraiment mal à l'aise. Ed, il raconte aussi volontiers certains jeux qu'il faisait quand il était un petit peu plus âgé. Il dit qu'il aimait bien s'allonger sur la route et attendre qu'une voiture arrive dans l'espoir qu'elle l'écrase. Et donc les voitures pilaient à chaque fois qu'elles arrivaient sur lui et qu'elles le voyaient. Et les gens sortaient de la voiture, l'insultaient et lui il partait en courant. Et je trouve que c'est un détail un petit peu intéressant parce qu'en général, Ed Kemper, vous allez le voir, il aime beaucoup être dans la position de celui qui domine. Et là, finalement, c'est vraiment un espèce de jeu où il est très passif et où il attend d'être tué. Enfin, le dernier élément vraiment à propos de son enfance qui est hyper important, je pense, pour le profil qu'on va en faire plus tard, c'est qu'à partir de 10 ans, il a commencé à torturer et à tuer des animaux. Donc il a massacré en fait les 2 chats de la famille. Le premier, il l'a décapité et gardé sa tête dans son placard pendant pas mal de temps. Donc il disait que c'était une tête momifiée, donc je pense qu'il l'a laissé sécher. Et le deuxième chat s'est fait massacrer à coups de machette. Et il a comme ouvert le crâne du chat pour pouvoir voir sa cervelle et démembrer le chat. Et pareil, il a gardé des morceaux du corps dans son placard dans sa chambre.
Lorsqu'il a 15 ans, Ed part vivre en Californie chez son père qui s'est remarié avec une nouvelle femme. Et ça va très vite mal se passer parce qu'en fait, sa nouvelle belle-mère ne l'apprécie pas. Elle se sent très mal à l'aise quand il est là. Elle commence en fait à avoir des migraines dès qu'il est dans la pièce ou dès qu'il est aux alentours. Et puis lui, il la fixe sans arrêt, sans rien dire. Donc elle se sent vraiment trop mal et elle demande au père de Ed qu'il reparte chez sa mère et le père accepte. Ce qui fait que Ed est très désillusionné en fait, il se sent totalement abandonné par la personne qui l'admirait le plus. Et ça, je pense que ça va vraiment être un point important pour la suite des événements. That when I was 14 years old, I ran away from my mother. They mention that. But if you look at it in the overall picture, why did I run away? I wanted to be with my father. À son retour chez sa mère, leur relation va vraiment encore plus se dégrader qu'avant parce que la mère de Ed va découvrir les restes de chat dans la chambre de son fils et là la tension va vraiment monter en flèche entre eux deux et on sent que Ed et sa mère ne sont pas du tout bien dans leur relation et dans leur vie ensemble. Toujours quand il a 15 ans, c'est le jour de Thanksgiving, Ed vole la voiture de sa mère et il retourne chez son père parce qu'il s'obstine à vouloir vivre avec lui. Et son père accepte de le reprendre à la maison. Mais aux vacances de Noël, donc c'est assez peu de temps après, tout le monde va chez les grands-parents de Ed, donc les parents de son père. Et quand à la fin des vacances, en fait, le père de Ed lui annonce que il le reprendra pas chez lui et qu'il le laisse chez ses grands-parents. Donc ça fait que c'est un nouvel abandon qui se rajoute et une nouvelle déception pour Ed Kemper qui se sent totalement délaissé et mal aimé par son père. Chez ses grands-parents, Ed Kemper va donc intégrer un nouveau collège où il se fera évidemment aucun ami pour les raisons que je vous ai expliquées au-dessus. Il continue à être très malaisant pour tout le monde. Et donc il va se prendre de passion pour la chasse et ça va vraiment occuper un grand temps dans son temps libre. Donc il avait un chien et un fusil, il partait régulièrement à la chasse et ses grands-parents lui donnaient une petite prime quand il arrivait à ramener un lapin ou une taupe. Donc c'est ce qu'il faisait. Et sa grand-mère lui disait toujours de ne pas tuer les oiseaux. Le problème, c'est que la grand-mère paternelle de Ed Kemper lui faisait énormément penser à sa mère. Et du coup, il la déteste totalement. Donc, du coup, pour la contredire, il tue tous les oiseaux qu'il croise. Avec sa grand-mère, ça se passe vraiment pas bien parce qu'elle est tout le temps en train de lui crier dessus et lui, il a ses fantasmes meurtriers qui reviennent et il se contient. On sait très bien que Ed fait vraiment ce qu'il peut pour essayer de lui échapper, mais elle est tout le temps en train de crier après lui et comme c'est dans une vallée, il entend l'écho de sa voix qui semble poursuivre et finalement, Ed n'en peut plus. Hey. Now I'm stuck. All the bridges are burned because my grandparents are there 24 hours a day. I can't run from them. She never let me get out of her sight for more than an hour without yelling my name out to see where I was. Le 27 août 1964, Ed craque totalement, il prend son fusil et il abat sa grand-mère. Il va ensuite essayer de cacher son corps, donc il la rentre, il la met sur son lit à l'intérieur. Et là, il entend son grand-père qui arrive en voiture à l'extérieur. Il sort et il abat également son grand-père. Alors lui, il explique qu'il n'avait pas envie de tuer son grand-père, mais qu'il a fait ça plutôt par bonté pour lui éviter d'avoir une crise cardiaque au moment où il se rendrait compte que sa femme était décédée. Je vous avais bien dit que Ed Kemper est du genre à transformer un petit peu la réalité et les faits comme ça l'arrange. À la suite de ça, il va téléphoner à sa mère et essayer d'inventer une histoire d'accident pendant qu'il était à la chasse, ce à quoi sa mère ne croira pas du tout. Et elle va le convaincre d'appeler la police pour se dénoncer, ce qu'il va faire. Et quand ils arriveront, il va simplement leur déclarer « J'avais envie de savoir ce que ça faisait de tuer grand-maman ». Après ce double meurtre, Ed Kemper va être diagnostiqué paranoïaque schizophrène, ce qui le rend irresponsable de ses actes aux yeux de la loi. L'expert va déclarer qu'il est psychotique, confus, incapable de fonctionner. Il est à noter qu'il est plus paranoïaque envers les femmes, à l'exception de sa mère, qui est la véritable coupable. Il représente un danger à la fois pour lui-même et pour les autres.
Ed Kemper va donc être interné dans un hôpital psychiatrique avec des personnes généralement beaucoup plus âgées que lui. Et c'est au cours des années où il sera interné dans cet hôpital qu'il va commencer à apprendre énormément de choses. Comme il est très intelligent, il va se renseigner énormément sur la psychologie. Il va apprendre beaucoup de choses. Il va même réussir à gagner tellement la sympathie des psychiatres que c'est lui qui va commencer à faire passer certains tests psychologiques aux autres détenus. Et il va apprendre les bonnes réponses à donner aux médecins. Auprès des autres détenus qui sont internés pour crimes sexuels, il va prendre ce qu'il a lui-même appelé des cours de viol, qui lui donnent toutes les bonnes techniques pour s'en sortir. Il va même tirer la conclusion que pour être sûr de ne pas être pris, il ne faut pas qu'il laisse de témoins. Et donc il va peaufiner un petit peu sa technique de manière à pouvoir manipuler à la fois les médecins et les policiers plus tard quand il sera sorti. Kemper, il sait que comme il a été diagnostiqué paranoïaque, schizophrène et irresponsable de ses actes, il lui suffit en fait de montrer qu'il est totalement guéri pour pouvoir sortir. Il va y arriver assez facilement puisqu'au bout de 5 ans, il sera libéré de l'hôpital psychiatrique. L'équipe médicale de son hôpital va demander une seule chose à la commission, c'est qu'il ne soit pas placé chez sa mère. Et Kemper va dire qu'il est tout à fait d'accord et qu'il n'a pas non plus envie d'aller chez sa mère. Malheureusement, son père a totalement disparu de la circulation, on n'a aucune nouvelle de lui et finalement, il sera placé sous liberté conditionnelle de 18 mois à nouveau chez sa mère. Une fois que Ed est sorti de l'hôpital, lui, il considère que ça l'a beaucoup fait grandir, que ça l'a rendu meilleur. Il arrive à trouver des petits jobs, à avoir des boulots, etc. Donc il est plutôt content de lui, il arrive à gagner un petit peu sa vie. Mais sa mère continue à lui dire que c'est un bon à rien et qu'elle n'est pas fière de lui et il est extrêmement déçu. D'ailleurs, en général, quand on voit Ed Kemper parler de sa mère, on sent qu'il est toujours plus agité, plus excité, il y a de la colère, il y a énormément de ressentis, même quand il en parle des années et des années après. Au final, Ed Kemper va partir de chez sa mère et va se trouver un appartement dans une colocation. Et il va vivre sa petite vie avec ses boulots, mais malheureusement il se sent vraiment pas en phase avec les jeunes de son âge, puisque lui il a été interné quand il avait je crois 16 ans et sorti à 21. Donc c'est vraiment une période de 5 ans où les gens ont beaucoup changé et lui il se reconnaît plus du tout dans la nouvelle société. On est dans les années 70 et lui ce qui le dégoûte vraiment c'est de voir tous ces sales hippies qui sont partout et qui ont plus de valeur. Et il se sent vraiment plus du tout en phase avec la société et il se marginalise de plus en plus. It was trying to fill in the blanks of 5.5 years of not being in society. I missed that flower child generation. I missed the entry into Vietnam, all that stuff. And all these kids are like aliens to me. I say kids. I missed 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ed commence à boire et à traîner un petit peu dans les bars du coin où il rencontre des policiers avec qui il va se lier assez facilement d'amitié parce que c'est quelqu'un de très poli contrairement aux autres jeunes. Il les insulte pas, il est plutôt fasciné par ce qu'ils font. En fait, on sait même que Ed Kemper rêvait de devenir policier. Il a fait les démarches pour devenir policier après sa sortie d'hôpital. Mais malheureusement, à cause de son physique trop inhabituel, il ne pouvait pas rentrer dans la police et ça a été une grosse déception pour lui. Et je tiens à souligner que le fait d'être fasciné par la police ou de vouloir être soi-même policier, c'est un point qu'on retrouve très très souvent chez les serial killers. Kemper va développer 2 grandes passions, la conduite et les armes. En général, tout son temps libre, il le passe sur les autoroutes à sillonner tout l'État de Californie dans tous les sens avec sa voiture parce que il a eu son permis juste avant d'être interné en hôpital psychiatrique et donc il n'a pas pu conduire pendant 5 ans. Et à sa sortie, c'est vraiment ça qui lui donne un sentiment de liberté, de pouvoir aller où il veut, quand il veut. Et il aime beaucoup conduire. Et en parallèle de ça, comme je vous le disais, il se prend aussi de passion pour les armes qui commencent à se procurer de plus en plus d'armes. D'abord des armes, des couteaux, dont un en particulier qu'il appelle le Général. Et puis progressivement, il va commencer à collectionner également des armes à feu. Et ça, tout ça, il va les stocker dans le coffre de sa voiture.
Et puis au fil du temps, il va commencer à trafiquer un petit peu sa voiture, à créer des nouvelles choses. Par exemple, il fait une cachette pour Général et d'autres armes en dessous de son siège conducteur. Il va stocker des énormes sacs poubelles de 150 litres à l'intérieur de son coffre. Il va même jusqu'à truquer la portière du passager pour qu'une fois qu'elle est refermée, on ne puisse plus l'ouvrir de l'intérieur. Donc là, on voit que ces fantasmes meurtriers ils commencent vraiment à se mettre en place de plus en plus. Et puis également, il prend de plus en plus d'autostoppeurs et surtout d'autostoppeuses. Et il ne leur fait rien, il leur pose simplement plein de questions. Il apprend à vraiment avoir l'air hyper innocent, à déjouer la méfiance des femmes. Et il pose des questions, il commence à créer une sorte de liste qui lui permet de cerner la personne qu'il a à côté de lui. And I got to where I could diffuse that situation. It's how you're looking. If you look, oh boy, I heard you start cranking the car over there. They're not going to get in your car because they can see you from half a block away drooling. But if you look at your watch and say, geez, I don't know if I have enough time, and you're kind of in the mirror and looking around, and you pull over, this guy's just a businessman going somewhere, and get in his car, we'll go where we're going. Comme il connaît très bien les routes, il sait exactement où et à quelle heure il faut prendre des autostoppeuses pour ne pas être vu. Il va même jusqu'à coller un autocollant de l'université de Californie sur sa voiture pour passer lui-même pour un étudiant. Ça lui permet en fait d'entrer sans problème sur le campus sans éveiller de soupçons. Et puis quand les filles pour lesquelles il s'arrête sont un petit peu méfiantes, elles voient l'autocollant et elles se disent bon bah ça va, c'est juste un étudiant donc c'est bon, on peut monter dans la voiture. Selon Ed Kemper lui-même, en l'espace d'à peu près 2 ans, il aurait pris plus de 150 autostoppeuses à l'intérieur de sa voiture. Après son arrestation, on a retrouvé une liste dans la chambre de Ed Kemper qui montre vraiment toutes les questions qu'il posait pour cerner les personnes qu'il avait avec lui dans la voiture. Et on comprend que ce qu'il cherchait, en fait, c'était vraiment à sélectionner des filles d'un certain type. Il voulait des filles assez éduquées, un peu bourgeoises, des étudiantes de l'université. Université où travaillait sa mère, d'ailleurs. Et lui, ce qu'il voulait vraiment pas, c'était avoir des sales hippies. Ça, c'est vraiment quelque chose, ça le dégoûtait, il voulait vraiment pas de ça. Par contre, en fait, il avait vraiment envie de s'attaquer à des jeunes filles dont sa mère lui disait elles s'intéresseront jamais à toi parce que t'es trop un loser. My mother works at the university. My mother won't introduce me to any young ladies at the university because I'm like my father and I don't deserve to know any of those young ladies. So here she is holding these little girls up there as too good for me. Very special. If anything, I was destroying icons. I was hurting her without her even knowing it. Le 7 mai 1972, il prend Anita Lucchese et Marianne Pesquet, j'espère que je dis bien leur nom, dans sa voiture en stop. Il leur pose ses questions habituelles et là il se rend compte qu'elles ne connaissent pas très bien la région, ce qui va lui permettre de passer enfin à son plan meurtrier. Lorsqu'elles se rendent compte qu'il les emmène sur un petit chemin à l'abri des regards, les filles vont commencer à paniquer et Ed Kemper les menace avec un pistolet pour les obliger à se calmer. Il va dire à Anita, il va la forcer en fait à se laisser enfermer dans le coffre pendant que Marianne reste attachée à l'intérieur de la voiture. Et là, il va essayer d'étrangler Marianne en ayant bien pris soin de lui mettre un sac plastique sur la tête. Mais la fille se débat vraiment beaucoup plus que ce qu'il avait prévu et finalement elle arrive presque à s'en sortir et Ed Kemper, complètement pris de panique, ne sait plus quoi faire, il attrape un couteau et il commence à la poignarder. Voilà, je vais vous passer un petit peu les détails parce que Ed Kemper raconte vraiment tout. Il n'y a absolument aucun détail qui nous est épargné. C'est quelqu'un qui se rappelle très très bien de ses crimes, même plus de 20 ans après, et qui les raconte comme s'il les revivait sur le moment. Donc je trouve que c'est pas forcément le plus intéressant de vous raconter tous les détails, vous les avez dans plein de bouquins. I stabbed her, she didn't fall dead. You're supposed to fall dead. You're supposed to go, oh, and fall dead. I've seen it in all the movies, right? Doesn't work that way. When you stab someone, they leak to death. They lose blood pressure, and you stab them more and more.
Donc Ed Kemper poignarde Marianne à de nombreuses reprises, mais ce à quoi il ne s'attendait vraiment pas, c'est que ça ne suffit pas à la tuer. Et du coup, il va finir par l'égorger. And she ended up getting her throat cut. And I learned the term ear to ear, what that meant, because that's the way it went. Ensuite, il ira dans le coffre de la voiture chercher Anita pour lui faire subir le même sort. Il va déclarer « C'est complètement fou, je n'éprouve plus rien, je ne fais plus partie de la race humaine. » Quelques instants plus tard, elle meurt. Ensuite, Kemper va rapporter les corps chez lui à son appartement. Il va les monter dans sa chambre, les déshabiller, les prendre en photo avec un appareil photo à Polaroid, puis les démembrer et les décapiter. Je suis désolée pour certains des détails que je donne parce que je sais que c'est vraiment gore, mais c'est un petit peu obligatoire pour comprendre vraiment qui était Ed Kemper et dans quel état mental il pouvait se trouver. Ed va prendre les têtes de ses victimes avec lui dans le lit et il va jouer avec. Il s'amuse à les faire rouler sur le sol. À un moment, la tête tombe très lourdement et son voisin du dessous, qui se plaignait généralement beaucoup des bruits, va commencer à taper au plafond. Et lui, il va faire une petite blague, il va dire « Ah, désolé mon pote, j'ai laissé tomber ma tête ». Et ça, c'est vraiment typique de Ed Kemper, qui aime vraiment beaucoup faire des blagues d'humour très noirs. Assez rapidement, Kemper va se débarrasser du corps de ses victimes, mais il va garder leurs têtes comme des trophées. Donc il va conserver les têtes des deux jeunes filles avec lui dans sa chambre. Les trophées pour les serial killers, c'est vraiment des choses qu'ils gardent, qui leur permettent de revivre toute l'excitation du moment du passage à l'acte, du meurtre. Et ça leur permet de rejouer les fantasmes, de faire durer entre guillemets le plaisir pendant plus longtemps. Le 14 septembre 1972, il tue une jeune fille de 15 ans du nom de Aiko Koo. Il va se débarrasser, encore une fois, très rapidement de son corps, mais il va conserver sa tête et ses mains dans le coffre de sa voiture. Lui, il justifie le fait qu'il a gardé les mains et la tête parce que ce sont les parties les plus identifiables d'une personne, ce qui est vrai, mais je pense que c'est pas les seules raisons pour lesquelles il a gardé ces parties-là, puisque, comme je vous l'ai dit, ce sont vraiment des trophées pour Ed Kemper qui lui permettent après de continuer à revivre le meurtre et toutes ces excitations qu'il peut ressentir. Avec tout ça dans son coffre, il ira boire des coups, comme si de rien n'était, il va aller rendre visite à sa mère, et il va également aller à 2 rendez-vous avec ses psychiatres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui l'excite énormément. On sait que même sur le parking, juste avant le rendez-vous chez le psychiatre, il ouvre le coffre pour regarder la tête et avoir ce petit frisson d'excitation de savoir le tour qu'il est en train de jouer à ses psychiatres, qu'il consultait pour pouvoir savoir s'il arriverait à faire effacer son casier judiciaire. Là, je vais vous lire un petit extrait du rapport de son psychiatre au moment même où Ed Kemper venait lui rendre visite avec une tête dans son coffre. Le patient paraît avoir surmonté la terrible dissociation qui l'a amené à Atascadero. Son moi s'est réunifié et il peut verbaliser, se consacrer à des activités sociales telles que le travail ou le sport sans être perturbé par des névroses. Afin qu'il ait toute la liberté nécessaire pour exprimer son potentiel en tant qu'adulte, je recommande que son casier judiciaire soit effacé. J'ai appris avec plaisir qu'il avait renoncé à la moto et j'espère que cette décision est irrévocable, car je trouve sa conduite en la matière plus dangereuse pour lui et sa santé qu'il ne le sera jamais vis-à-vis de la société. Effectivement, le casier judiciaire d'Ed Kemper sera effacé peu de temps après. À la suite d'un accident où il se casse le bras, Ed Kemper ne peut plus travailler, du coup il n'a plus suffisamment d'argent pour rester dans la colocation et il va être contraint de retourner vivre chez sa mère et on se doute que ça ne va pas vraiment bien se passer. Peu de temps après, il tue à nouveau une jeune fille du nom de Cindy Shaw. Il va se débarrasser du corps très rapidement et conserver la tête dans sa chambre, comme il en a l'habitude. Sauf que malheureusement, le corps va être découvert à peine 24 heures après qu'il se soit débarrassé. Et du coup, un peu pris dans la panique, Ed Kemper va décider d'enterrer la tête de la jeune fille dans le jardin, dans un parterre de fleurs qui est juste en dessous de la fenêtre de sa mère.
Dans ces témoignages, on sent souvent que les trophées, c'est des trucs qui stressaient quand même un petit peu Ed Kemper, ça le préoccupait lui-même en fait pour sa santé mentale, de savoir qu'il avait des choses comme ça chez lui. Il a même dit il me fallait arrêter si je ne voulais pas devenir un nouveau Ed Gein. Je vous ferai certainement une vidéo pour vous expliquer qui était Ed Gein, mais c'était quelqu'un qui collectionnait aussi beaucoup de parties de corps, de cadavres. À peine un mois plus tard, Ed Kemper tue à nouveau 2 jeunes filles du nom de Rosalind Thorpe et Alice Liu, en prenant de plus en plus de risques puisqu'il les abat avec son pistolet à l'intérieur de sa voiture alors qu'il se trouve sur le campus de l'université. Et on sent qu'il commence à s'accélérer et à avoir de plus en plus de besoins meurtriers et à prendre de moins en moins de précautions. Kemper, il profitait des moments où il traînait au bar à côté des policiers pour tendre une oreille et écouter un petit peu où en était l'enquête, en faisant toujours très attention à ne pas éveiller les soupçons, c'est-à-dire lui il ne posait pas de questions directement sur les meurtres, mais comme c'était vraiment un sujet qui devenait hyper important pour les policiers à l'époque, c'était assez facile qu'ils abordent le sujet et puis lui il venait se greffer et écouter ce qui se disait. Comme je vous l'ai dit, Ed Kemper s'entendait plutôt bien avec les policiers parce qu'il était poli et qu'il leur payait des coups. Et il avait même été jusqu'à se faire inviter à dîner chez un des policiers qui l'arrêtera plus tard. Chose qu'il avait finalement décliné un petit peu au dernier moment, mais on sent bien que voilà, il était très proche et très au cœur de l'enquête lui-même. Une chose importante à savoir également, c'est que Ed Kemper était toujours sobre au moment des crimes. Et il disait d'ailleurs que l'alcool l'empêchait de passer à l'acte. C'est pour ça qu'il va progressivement de plus en plus sombrer dans l'alcoolisme, parce qu'il essayait d'arrêter de tuer des jeunes filles. Il raconte aussi qu'il s'imposait à lui-même des sortes de tests où il prenait des autostoppeuses dans des situations où il n'était pas vu. Et il essayait de voir s'il était capable de les emmener vraiment là où elles demandaient sans les tuer. Donc il y a pas mal de jeunes filles qui apparemment sont passées à ça de la mort sans même le savoir. Mais au final, au bout d'un moment, Ed Kemper se rend compte qu'il ne sera jamais capable de s'arrêter de tuer les filles et que son envie de meurtre est vraiment beaucoup trop forte et trop présente. I'm driving the opposite direction up Ashby Avenue. It's a year later. I'm seeing if I can maintain. I'm not hunting. I'm out seeing if I can maintain. I have a weapon in the car. I have everything else fitting the situation. I'm seeing if I can maintain. If I can just let go of it and maintain and marry this young lady and go on. On en arrive finalement au week-end de Pâques où Ed Kemper va prendre la grande décision de tuer sa mère. Au milieu de la nuit, Ed Kemper se rend dans la chambre de sa mère avec un marteau et il va l'assassiner à coups de marteau sur le crâne. Puis il va l'égorger, sortir son larynx et le jeter au vide ordures. Ça a vraiment une symbolique hyper importante, je veux dire, il n'y a même pas besoin d'être psychologue pour se rendre compte à quel point c'est symbolique de sa part de prendre le larynx de sa mère qui était tout le temps en train de lui crier après et de le jeter dans le vide ordure. Ed Kemper va ensuite démembrer sa mère, la décapiter comme à son habitude, on n'est plus surpris maintenant. Et seule chose qu'on sait qu'elle est arrivée, mais c'est vraiment le seul point sur lequel il y a une discorde entre les faits qu'on a retrouvés, les rapports de légistes, les rapports de police, les photos, etc. et la version de Ed Kemper. Lui va donc totalement nier en bloc le fait qu'il aurait mis sa tête sur la cheminée et l'aurait utilisée comme cible pour jouer aux fléchettes. Les rapports de légistes sont totalement indéniables et je veux dire on sait qu'il l'a fait, mais c'est quelque chose qu'il refuse totalement de reconnaître, de même que certains actes de nécrophilie sur le corps de sa mère. Afin de gagner un petit peu de temps avant d'être découvert, Ed Kemper il va élaborer un plan pour donner l'impression que sa mère est partie en week-end, en vacances avec une amie. Donc il va appeler cette amie et l'inviter à dîner à la maison chez sa mère. Et le temps qu'elle arrive, il va tout préparer. En fait, il bloque toutes les portes, toutes les fenêtres. Il cache des armes un petit peu partout. Il prépare ses menottes. Il est vraiment
prêt dès qu'elle arrivera. Et une fois que cette amie qui arrive, qui s'appelait Sally Hallett, il la laisse s'asseoir et ensuite il la tue également. Après ça, Ed Kemper va boire un coup au bistrot du coin comme il en a l'habitude, sans que personne ne remarque rien de bizarre dans son comportement. Il va aller se coucher et le lendemain matin, il s'enfuit. À l'intérieur de la maison, on retrouvera une note qu'il a laissée qui disait « Samedi 5h15 du matin. Pas besoin qu'elle souffre à cause de l'horrible boucher sanglant. Ce fut bref, elle dormait, je voulais qu'il en soit ainsi. C'est pas du travail négligé et incomplet, les gars. Simplement un manque de temps, j'ai des choses à faire. » Ed Kemper, il était persuadé que très rapidement, il y aurait toutes les polices à ses trousses et donc il conduit jusqu'au Colorado pour essayer de s'échapper en écoutant la radio, en essayant d'entendre quand est-ce qu'on dira enfin son nom et la découverte du cadavre de sa mère et de son ami. Mais malheureusement, rien ne se passe. Il se rend compte que personne n'est à sa recherche et par dépit, il va finalement appeler les policiers pour se dénoncer lui-même. Et ultime gag, en fait, il appelle les policiers, les gens ne le croient pas, lui raccroche au nez, il rappelle, on ne le croit à nouveau pas, on pense que c'est une farce. Et c'est au bout seulement du 3e appel, je crois, qu'il tombe sur un des policiers qui le connaissait et qu'il essaye de lui expliquer. Et comme il est en capacité de donner beaucoup de détails sur les corps des filles qui avaient été trouvées avant et également... Il décrit toute la scène de crime à l'intérieur de la maison de sa mère, qu'on envoie des policiers chez sa mère pour constater qu'il avait effectivement raison et il sera ensuite arrêté par la suite. Ed Kemper il justifie de différentes manières en fait le fait de s'être rendu. La plus importante et la plupart du temps il dit que c'est principalement parce qu'il voulait arrêter cette série de meurtres. Il parle également d'une fiancée, puisque Ed Kemper était fiancé au moment de tout ce qui se passait. Et il dit qu'il n'avait pas envie d'entraîner en fait sa future femme dans sa chute. Et on était à peu près 6 semaines de son mariage, donc pour lui c'était vraiment une manière qu'elle ne soit pas entachée par son nom et tout ça. C'est des choses auxquelles je crois pas totalement, franchement je suis pas sûre qu'il se soit rendu uniquement parce qu'il avait envie d'arrêter ses crimes. Moi j'ai beaucoup de mal à croire à ça. Je pense que, comme je vous l'ai dit, on voit que sur la fin il prenait de plus en plus de risques, il se contrôlait de moins en moins. Je pense que Ed n'aurait pas supporté de savoir que les flics avaient gagné et qu'il avait fait trop d'erreurs et qu'il s'est fait arrêter sans le vouloir. Et je pense qu'au final, c'était un peu une manière pour lui de dire c'est moi qui suis toujours le plus intelligent et c'est parce que je me suis rendue que vous avez pu m'avoir, mais sinon vous auriez jamais pu réussir à me mettre la main dessus et à mettre fin à tout ça. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous pensez qu'il a vraiment voulu mettre fin à tous ces meurtres ou si c'était pour une autre raison. On dit aussi souvent que c'est parce que la seule personne qui voulait réellement tuer au fond c'était sa mère et que quand il tuait des étudiantes c'était pour atteindre sa mère, l'image de sa mère qu'elle lui projetait de toutes les choses qu'elle lui disait qu'il pourrait jamais obtenir. Et je pense qu'il y a vraiment un fond de ça aussi. Ed Kemper, pour les psychologues, c'est vraiment le Graal parce qu'il parle énormément et il représente un petit peu tous les concepts psychologiques de base. Enfin, je veux dire, il rentre totalement dans tout le tableau classique de l'homme qui recherche l'image de sa mère chez d'autres femmes, etc. C'est vraiment impressionnant. Le 8 novembre 1976, Ed Kemper est reconnu comme coupable de 8 meurtres au premier degré et condamné à 8 peines d'emprisonnement à perpétuité, ce à quoi il décidera de ne pas faire appel. J'avais vraiment envie de commencer ma série sur les serial killers avec Ed Kemper parce que je vous ai un petit peu parlé des profilers et Ed fait partie des tout premiers criminels sexuels et serial killers qui étaient interrogés par John Douglas et Robert Ressler dont je vous parlais justement dans ma vidéo sur les profilers. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la regarder, ça peut vous intéresser également.
Et comme c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui a vraiment donné beaucoup d'informations, il a vraiment contribué à dresser les tableaux qu'on connaît sur la psychologie des serial killers d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Ed Kemper, il a 69 ans, il est toujours emprisonné à Vacaville en Californie. Et depuis sa condamnation, il a pas mal fait de choses puisque je sais qu'il a donné des cours d'informatique pour d'autres détenus. Et également, il a beaucoup travaillé à retranscrire des œuvres littéraires en braille pour les aveugles. Et il a d'ailleurs reçu plusieurs récompenses de l'administration américaine pour ce travail. D'un point de vue purement théorique, Ed Kemper, aujourd'hui, il pourrait demander une libération sur parole, mais c'est très peu plausible qu'il l'obtienne, et de toute manière, lui, il préfère rester en prison puisque finalement, il a vécu toute sa vie à l'écart de la société et je pense qu'il se sent mieux maintenant là où il est. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà l'histoire de Ed Kemper avec tous ces petits détails. Quels sont vos avis en fait sur ce cas, puisque c'est quand même un des rares serial killers dont je peux vous parler aujourd'hui qui est encore en vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, des commentaires, de partager ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche de manière à être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. J'essaye de sortir à peu près 2 vidéos par semaine, ça va pas être tout à fait toujours le cas, mais normalement ça serait les mardis soirs et les vendredis soirs aux alentours de 18h. On se dit à très vite pour une prochaine histoire et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer votre lumière. 1, 2, 3, 4.